Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo en ce lundi 7 mai. Un retour sur la 35e journée du championnat de France de National et cette victoire précieuse dans l'optique de la montée en Ligue 2 du Nîmes Olympique. C'était vendredi soir au Costières. On va bien évidemment revenir en images sur cette soirée de football vécue du côté des Costières en présence de nos invités de ce soir. Le capitaine du Nîmes Olympique, on est heureux d'accueillir sur ce plateau Benoît Poulain. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission Benoît. Et puis à vos côtés, l'un des attaquants du Nîmes Olympique, buteur je crois, ce week-end d'ailleurs avec la réserve. Il s'agit de Youssouf Ouattara. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être présents et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Également présent sur ce plateau, il a explosé tous les prévisionnels possibles de goal average le 1er mai dernier lors d'un match face à une certaine équipe, c'est-à-dire les anciens de l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Patrick Champ. Bonsoir Patrick. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. 7 buts à 1, c'est ça? Ouais, c'était un très bon match contre des Marseillais qui étaient très fatigués. Je crois qu'ils sont comme l'équipe première, ils sont usés. Il fallait leur offrir un peu de muguet pour le premier match. Ouais, ça a été fait. Et puis à vos côtés, Olivier Martinez. Salut Olivier. Salut à toutes et à tous. J'en profite Christophe d'ailleurs pour saluer donc deux supporters de l'Avez, à côté du Vigan, qui suivent le Nîmes Olympique très souvent, qui se déplacent. Et donc voilà, on leur avait promis qu'on leur ferait un petit coup, on le fait. Et un petit mot, il y a la ferrade des Red Warriors, les groupes de supporters, qui se déroulera le 12 mai. Il faut se rapprocher de Guillaume. Voilà, ils ont besoin de votre soutien parce que voilà, les déplacements, tout ça, ça coûte très cher. Et donc on leur a dit qu'on leur donnerait un petit coup de main. Voilà, c'est fait. Le coucou à tous ces gens-là. Allez, le coucou à tous les supporters fidèles du Nîmes Olympique présents au Costières semaine après semaine. Alors certes, il y avait peut-être moins de monde vendredi dernier pour la réception de Luzenac lors de la réception du Gazélec Ajaccio. En tout cas, cette soirée a été positive pour le Nîmes Olympique, Benoît, on peut le dire, parce que tout va très très vite dans ce championnat de la 5e place, avec l'histoire des goal average particuliers, des égalités de points finalement. Le Nîmes Olympique, juste avant que le Gazélec inscrive le 5e but à Cherbourg, se retrouvait mathématiquement premier. Finalement, il se retrouve deuxième. New York perd sa première place, c'est un championnat fou, et tout peut arriver de match à l'autre. Ouais, ben je pense que pour ceux qui aiment bien faire les calculs, ils se sont bien cassés la tête. Bon, nous, on essaie de s'occuper de jouer, de se concentrer sur les 3 matchs qui viennent. 3 matchs à venir, on y reviendra en fin d'émission avec le calendrier, vous savez qu'on met à jour pour voir un petit peu toutes les possibilités justement des 5 équipes concernées par cette montée en Ligue 2. Seulement 3 places, on vous le rappelle, les 3 premières du championnat. On va démarrer avec l'ambiance régnant sur le bord de la pelouse des Costières, une voûte céleste quelque peu menaçante, léger vent. Des conditions de jeu quand même assez bonnes, réunies justement cette fin d'après-midi, premier vendredi du mois de mai, avec Olivier au niveau de la composition du groupe, un retour un maintien du classique et puis un retour surtout de notre invité, le capitaine Benoît Poulain. Voilà, on attendait beaucoup de Benoît parce que c'est vrai que la défense, même si elle n'est pas pris de but, elle a besoin quand même de repères. Baldé qui est resté à ses côtés, je crois que c'est Parpex qui est passé à gauche. C'est encore une défense qui a été remaniée. On se languit de retrouver une défense classique avec Benoît et Vincent. On n'a pas réussi à les mettre ensemble encore depuis, je crois, plus d'un mois, il me semble. Après, dans l'animation offensive, il y a eu une petite surprise puisque Bénézé n'avait pas débuté la rencontre. On verra plus tard qu'il rentrera très tôt. Et ça a eu d'ailleurs quelques conséquences. Mais voilà, sinon le groupe, sinon le système c'est un 4-4-2 classique, avec 4-2-3 on va dire, voilà, standard de Thierry Froger. Avec un hommage, on l'a vu sur ces images signées Pierre-Paul Castelli des Gladiators, juste avant le début du match, à l'occasion du 20e anniversaire du drame de Fouriani. Belle pensée que celle faite par les supporters nîmois, comme on le revoit ici à l'écran. Fouriani, 20 ans déjà. On n'oublie pas, bien évidemment, tout le football français portait le deuil et le souvenir 20 ans après le drame de l'effondrement de cette tribune survenue le 5 mai 1992 en marge de la demi-finale de Coupe de France entre le Sporting Club de Bastia et l'Olympique de Marseille. On l'a dit pour vous, Benoît, vous concernant, c'était un retour dans le groupe après de nombreux tests, après cette blessure survenue à l'entraînement. Comment vous avez passé ces quelques jours avant de réintégrer, on va dire, le groupe pour faire partie du 11 de départ ?
Donc, la première nouvelle, ça a été le week-end d'avant, la blessure de Vincent Carlier. Donc on a vu toutes les solutions pour pallier à ce problème. Et je pense honnêtement que j'aurais pris une semaine de plus pour reprendre. Parce que je manquais d'entraînement dans les jambes et manquais de confiance. Donc ça a été un retour prématuré. Donc c'est bien parce que j'ai préparé au mieux le match qui arrive. Et puis il y a eu la victoire, donc ça n'a pas eu de conséquences sur le résultat. Et on va revenir sur l'équipe visiteuse, l'Union sportive de Luzenac, qui venait aux Costières avec des intentions affirmées. On va découvrir l'échauffement des joueurs coachés par Christophe Pélissier. Patrick, on a déjà eu l'occasion de le dire dans cette émission, notamment après le match aller où on se souvient, il y avait eu plusieurs événements qui avaient favorisé une large victoire du Nîmes Olympique 0-3 sur la pelouse du stade Paul Fédou. L'expulsion de Sédou Koné, la blessure du gardien titulaire, l'expulsion du gardien remplaçant à la suite d'une sortie maladroite. Il y avait un contexte particulier et Luzenac est une équipe plus redoutable qu'il n'y paraît. On le voit notamment à l'extérieur. Oui, effectivement, on a vu sur ce début de match où on a pris d'entrée un but par un ancien Nîmois, Rémi Souilleux, que j'ai eu à l'époque au centre de formation. Donc c'était un joueur d'expérience. Ils avaient une belle équipe. Ils sont venus d'abord, ils n'avaient plus rien à jouer. Le seul fait qu'ils avaient à faire, c'était de faire du jeu. Ils l'ont fait. D'abord, ils se sont régalés sur cette pelouse. J'ai discuté en aparté avec certains joueurs. Et ils ont dit qu'ici, c'était vraiment la Ligue des Champions, entre guillemets, pour eux. Chaque fois, toutes les équipes qui viennent. Donc nous, ça nous fatigue un peu parce que quand on montera en Ligue 2, on sera mieux et plus personne ne comparera. On ne jouera plus contre des équipes un peu champêtres. Et puis c'est vrai, pour le rappeler à nos téléspectateurs, en parlant d'équipe champêtre, c'est vrai qu'on est au pied des montagnes de l'Ariège, au pied des montagnes où est extrait le talc. À Luzenac, il n'y a qu'une seule tribune de 500 personnes. C'est vraiment le stade à l'ancienne. Oui, effectivement. Oui. Mais je crois qu'après, les Nîmois ont fait ce qu'ils ont pu pour arriver à gagner le match. Et je crois que c'est vrai que, comme disait Benoît Poulain, c'était une rentrée qui a été difficile pour lui, mais qui s'est accroché à mort. Bon, un bon capitaine, il est toujours présent. Et il a su avec Baldé, et c'est vrai que c'était pas facile parce que devant, ils étaient très, très, très vite, très rapides. Et c'était une des meilleures équipes que j'ai vues au niveau offensif sur les Costières depuis le début de saison. Allez, justement, on va revenir sur les compositions. Celle alignée par Christophe Pélissier avec le 11 luzenacien qui a débuté à 20h sur la pelouse des Costières. Le gardien qui avait été blessé, donc à l'aile Grégory. Une charnière avec Dao et Macalou, Rollet et Akaza dans les couloirs. Le capitaine Sébastien Mignotte qui sera expulsé, on le rappelle, peu après l'heure de jeu. Baigné également à la récupération. Au niveau des ailes, Niangbo qui a retenu l'attention de nos consultants. De l'autre côté, Mbongo. Rémi Souilleux, auquel vous faisiez référence, Patrick. Et puis Faury également jouant juste derrière. Olivier, Luzenac a peut-être ce profil de l'équipe prototype de National, on va dire, sur le jeu imposé et aussi sur l'efficacité pour gêner un gros calibre. Déjà, il faut dire qu'elle est venue pour jouer au ballon. Après, je pense que Mignotte jouait un peu plus devant sa défense en vrai sentinelle. Et j'ai eu l'impression que cette équipe était coupée en deux, c'est-à-dire une équipe qui défendait, il défendait presque à 5 minimum à chaque fois. Par contre, il laissait beaucoup de latitude aux joueurs offensifs. Ils attaquaient à 3-4 et on a remarqué dans chaque intervention des ailiers, on va appeler ça les ailiers offensifs couloirs, ils étaient 3-4 dans la surface ou pas loin de la surface. Ça veut dire qu'ils se projetaient très très vite vers l'avant et derrière, ils ne se découvraient pas non plus. Donc c'est une équipe difficile à jouer quand même. Mais après, avec de la qualité, avec de l'application, il y a des espaces et les Nîmois ont su le trouver. Mais c'est une équipe qui est venue pour jouer au ballon et c'est pour ça qu'on a vu un beau spectacle quand même si on doit beaucoup de choses à Merville, parce que s'il y a 3-1 ou 3-2 à la mi-temps, il n'y a pas grand-chose à redire non plus, quoi. On va revenir justement sur le 11 aligné par Thierry Froger avec cette charnière composée par le capitaine Benoît Poulain aux côtés de Habib Jean Baldé, Jonathan Parpex dans le couloir gauche et Moussa Sidibé à droite. Yassine Adou et Sébastien Piocel jouant devant la défense. Et puis, on va dire des ailes classiques. Moritala Ogunbi à droite, Steve Agui à gauche, car on sait également que Steve Agui est capable de jouer dans ce couloir gauche. Et puis, la petite surprise du chef, c'était Wilfried Niflor qui jouait juste derrière la pointe que représentait Sédou Koné, Olivier. Oui, ça durera une demi-heure, puisqu'après, on reprend un schéma avec Ogunbi, qui, à mon avis, c'est son meilleur poste sous Koné. Et à droite, c'est Bénézé qui fait son entrée. On a apporté un peu plus de vitesse, on a plus de percussion. C'est vrai que c'est moins le registre de Niflor. Après, je pense que Wilfried a payé un peu pour les autres, parce que c'est vrai qu'on a fait une première demi-heure difficile.
Et bon, il a fallu, il a vu même Patrick en parler, il faut faire quelque chose parce que là, on n'est pas bien. Et il a fallu faire quelque chose. Et la demi-heure, il a pris ses responsabilités, Thierry Frogier, il a sorti Niflor. Et c'est vrai que ça lui a donné raison puisque la victoire est au bout. On a vu beaucoup de variété dans l'effectif nîmois du fait de la multiplicité de possibilités pour chacun des attaquants au niveau des postes. Vous concernant, Issouf Ouattara, au niveau d'aile gauche, on a vu là, c'est Steve Agui qui a débuté la partie. C'est un couloir où peut également jouer Nicolas Bénézé. Aussi, vous intervenez. Comment, en tant que footballeur professionnel, vous gérez cette concurrence à un poste où finalement chacun est très sollicité? Bon, ce que je peux dire, bon, je sais qu'au football, c'est pas facile. Voilà. Bon, il y a des postes où il y a beaucoup de concurrence. Bon, il faut garder la tête froide et travailler quoi, à l'entraînement. Quel que soit là, ou les jours que tu vas rentrer aussi, tu fais ton possible. Quoi. Donc, c'est jamais facile. Ouais. C'est comme ça dans tous les grands clubs. Nîmes aussi, on a une bonne attaque, on marque beaucoup de buts, tout le monde est concerné, quel que soit, tu es sur le banc ou tu démarres, bon, tout le monde est concerné. Quoi. Donc je me dis que c'est une bonne chose. Quoi, pour l'équipe. Et c'est vrai que cette semaine, il y a eu une intensification du travail justement devant le but pour que les Crocos retrouvent un petit peu le chemin défilé qui leur avait échappé depuis 2 matchs. Ouais. Bon, chaque semaine, on travaille un peu devant le but pour gagner l'efficacité au maximum. Quoi. Parce que là où on a beaucoup besoin de ça pour les 3 derniers matchs. Donc je pense qu'on va continuer un peu comme ça et ça va aller, quoi, ça va continuer, Inch'Allah. Olivier. Il faut simplement quand même préciser que Issouf serait certainement titulaire dans n'importe quelle formation de nationale. Malheureusement, il a affaire à une attaque de feu au niveau olympique avec des mecs comme Bénézé, comme Agui, voilà, c'est des joueurs difficiles à détrôner qui sont au-dessus de cette division, j'ai envie de dire. Et donc, c'est vrai que c'est difficile pour lui, mais il a eu une période où il a beaucoup joué et il a été très performant. Donc, voilà, et notamment avec un but marqué contre Martigues au début du mois de septembre. Il faut s'accrocher. Ah ouais, mais il faut s'accrocher, il faut rien lâcher. Quoi. Ouais. Allez, il ne faut rien lâcher. Comme l'ont fait les Nîmois vendredi soir au Costières, je vous propose ce résumé de la partie de la 35e journée de National. En ce premier vendredi du mois de mai, face à des travées bien moins garnies que lors de la réception d'Ajaccio, le Nîmes Olympique recevait l'Union sportive de Luzenac dans le cadre de la 35e journée du championnat national. Un match piège face à une équipe tenace, quasiment assurée du maintien malgré une 14e place trompeuse au classement. Un fait qui allait se confirmer sur la pelouse gardoise avec un premier but inscrit par l'attaquant ariégeois Rémi Souilleux qui allait battre Merville d'un plat du pied dès la 3e minute de jeu. Ambitieuse et décomplexée, l'équipe de Christophe Pellissier allait tout faire pour confirmer cette ouverture du score, ratant par 2 fois la balle du 0-2 face à un portier nîmois décisif. On a pris le match comme il ne fallait pas, et surtout pour mettre l'adversaire dans le bon sens. En plus, ils ont été performants. Et en deuxième mi-temps, c'était mieux, mais on était souvent, je pense, à la rupture. On a joué avec le feu, beaucoup derrière. Dans l'entrejeu, on s'est fait bouffer pas mal de ballons. Donc, je pense qu'on avait un potentiel offensif, mais c'est vrai que globalement, on n'a pas bien géré le match, quoi. Faisant les frais d'un collectif croco quelque peu englué, Wilfried Niflor était remplacé à la demi-heure de jeu par Nicolas Bénézé. Des sifflets pour le numéro 8 nîmois, avec en prime une réaction de colère à l'égard de son propre coach, qu'il est bien rare de voir sur un banc de touche. Je voulais mettre un peu plus de tonicité, bon voilà, et puis oui, il n'a pas compris, moi je lui ai sûrement mal expliqué, et puis voilà. Mais enfin, encore que quand on sort, c'est difficile d'expliquer, il voulait des explications, voilà, c'est pas grave. Il est déçu, parce qu'il s'est tombé sur lui, mais ça ne pouvait pas tomber sur un autre, puisqu'il fallait mettre du dynamique, et voilà, c'est comme ça. Un coaching qui allait s'avérer payant, puisque 6 minutes plus tard, Habib Jean Baldé trouvait la faille en surgissant au second poteau, suite à un coup franc bien frappé par Moritala Ogunbiyi. Un deuxième but en championnat pour le défenseur nîmois qui allait permettre aux Crocos de regagner les vestiaires sur un score heureux de parité. C'était mis dans les pires situations en prenant un but dès la 2e minute. Très mal commencé le match. Après, on s'est posé beaucoup de questions. On n'arrivait pas à se créer d'occasion, à se trouver. On avait du mal à faire le jeu. On commençait à s'énerver un petit peu et puis on arrive à égaliser avant la mi-temps. Mieux organisés dans le jeu, les Nîmois allaient instaurer une domination locale et pousser les Luzenaciens à la faute. Nicolas Bénézé provoquant notamment l'expulsion du capitaine ariégeois Sébastien Mignotte à la 67e minute de jeu, avant de donner l'avantage aux Crocos. 5 minutes plus tard,
d'une belle frappe croisée suite à un bon travail dans le couloir gauche. À un quart d'heure de la fin du match, les hommes de Thierry Froger enfonçaient le clou avec ce pénalty transformé par Sédou Koné suite à une faute de main dans la surface luzenacienne. Leader virtuel avant que le Gazélec n'inscrive un 5e but à Cherbourg, le Nîmes Olympique se faisait toutefois peur dans les arrêts de jeu avec ce ballon détourné par le jeune Bourdin dans le but de Merville. Score final 3-2 et une déception nourrie du côté des visiteurs. La déception, elle est surtout liée au résultat, mais je pense qu'à la mi-temps, sans faire offense à qui que ce soit, je crois que le match il doit être plié. On n'a pas su le faire, on a été punis. Donc après, c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, la fatigue aidant aussi le 3e match de la semaine. L'expulsion de notre capitaine, jouer à 10, beaucoup de choses défavorables ce soir. On avait décidé d'attaquer le match en pressant notamment à l'intérieur du jeu parce qu'on savait que cette équipe de Nîmes, on connaissait leur qualité offensive, mais on savait aussi que si on arrivait à les faire déjouer, ils avaient la pression des résultats. On est bien arrivé à le faire, on a ouvert le score. Comme je dis, on avait l'occasion d'au moins mettre le second but. On n'a pas su le faire. Au contraire, c'est Nîmes qui égalise à la mi-temps. C'est sûr que la deuxième mi-temps, après, ça change un petit peu de physionomie, normal, hein, puisque Nîmes nous a poussé un peu plus haut. Là, physiquement, on a perdu ces 10 mètres sur le terrain, ce que j'avais dit aux joueurs, surtout de ne pas reculer. Mais après, physiquement, on a eu du mal à enchaîner un 3e match. Voilà, déception du résultat, mais par rapport au plan de jeu qu'on avait fixé, je suis satisfait de ce qu'ont fait les garçons ce soir. Victoire précieuse pour les Nîmois qui reviennent dans le trio de tête d'un championnat qui a changé de leader. Bien malin celui qui pourrait prédire aujourd'hui le tiercé final de National, tant les défaites d'Épinal, Niort et Vannes ce week-end n'ont pas pour autant scellé le sort de ces 3 équipes dans la lutte pour la montée. Un suspense total d'ici à la 38e journée, le week-end du 26 mai à venir. Encore 3 matchs à jouer pour ces 5 équipes. On va revenir, messieurs, sur les faits de match avec l'ouverture du score de la 3e minute de jeu. On l'a dit dans le sujet par Rémi Souilleux. Alors c'est le hasard, Patrick, juste au moment où vous commentiez, on verra juste après le match, bien évidemment, après cette émission Croco Hebdo, vous restez sur TV Sud avec le match entre Nîmes Olympique et Luzenac. Mais au moment où vous présentez Rémi Souilleux, justement par rapport à son passé Croco, eh bien c'est une percée remarquable qui permet aux visiteurs d'ouvrir la marque. Oui, effectivement, il s'est rappelé au bon souvenir des Nîmois. Je préférais qu'il rate son occasion, mais je crois que c'est un joueur qui a été à Nîmes Olympique et pas resté très longtemps, mais ça l'a marqué à la fin de la rencontre, on en a discuté, il était content de revenir à Nîmes, et souvent, qui aime bien, châtie bien, et donc on a été châtié par un ancien Nîmois, et sur les 5 buts, je crois qu'on a marqué les 5 buts, pour ici dire l'autogol, et puis les 3 buts Nîmois. C'est une remarque judicieuse. On va revoir justement l'ouverture du score par l'Union sportive de Luzenac. Ça part justement du côté luzenacien, et on le voit, eh bien, Rémi Souilleux qui parvient à tromper les lignes. J'ai eu l'impression que je vais demander peut-être à Benoît, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un bloc qui a fait que tu n'as pas pu intervenir. Est-ce que c'est exact ou pas? Au début, j'attendais le retour de John Parpex. Lui, après, il laissait un petit peu son joueur hors jeu qui venait vers moi. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est à moi d'y aller. Et puis, le mec, il me bloque au moment où je veux intervenir. Au moins l'amener le plus sur le côté possible. Donc, mais là, c'est un manque d'automatisme de la défense. Là, mais aussi, au départ, déjà, il y a une faute où, je sais pas, l'arbitre ne siffle pas. Du coup, on n'est pas du tout en place. Et ensuite, on se fait aspirer. Et derrière, après, je ne suis pas arrivé à rattraper les... Mais ce genre de faute peut se siffler, ça, ces blocs comme ça? Non, moi, je trouve que l'arbitre, j'aime bien ce style d'arbitrage où il ne s'est pas laissé abuser des deux côtés. Il y a beaucoup de laisser tomber dans les matchs et après ça hache le jeu. Moi j'ai trouvé que c'était pas forcément une mauvaise décision. Après s'il fait ça tous les coups, s'il arbitre de cette façon, ce qui était son cas, c'est bien arbitré. Après si un coup il fait, un coup il fait pas, c'est moins bien arbitré. Allez, l'ouverture du score par Luzenac, il a fallu attendre plus d'une demi-heure après cette ouverture du score pour voir Habib Jean Baldé trouver l'égalisation, une égalisation qui a fait du bien. Elle fait suite également à l'entrée en jeu de Nicolas Bénézé en lieu et place de Wilfried Niflor. On voit ici Habib Jean Baldé qui, dans une position comme lors d'un précédent match à l'extérieur, a su sur un coup de pied arrêté, Olivier, vraiment avoir le vrai sens du buteur et ensuite dédier sa réalisation à l'infortuné Niflor. Oui, parce qu'il nous a confié qu'il a pris la sortie aussi de Wilfried un peu pour lui.
Voilà, parce qu'il fallait en sortir un et c'est lui qui a trinqué. Mais encore une fois, là, sur cette affaire, nous on le disait, ça fait pas mal de temps que les attaquants nîmois ne trouvent pas le chemin défilé, les attaquants. Et c'est encore un défenseur qui a mené le Nîmes Olympique sur la bonne voie. Et derrière, après, ça a déroulé. Mais il fallait encore qu'un défenseur montre la voie. Et c'est encore tombé sur Baldé qui fait, pour moi, depuis son arrivée à Nîmes Olympique, qui fait une très très belle saison. Alors, milieu défensif de formation, mais on peut en parler à Benoît. Cette année, on se rend compte que finalement, il faut être vraiment multiposte. Parce qu'on voit Jonathan Parpex jouer dans le couloir. Vous-même, je crois, Benoît, que vous avez joué un match comme milieu défensif. Même deux. Il faut vraiment, il faut être multiposte. Il faut être multiposte. Vous avez vu, on a subi des blessures très longues auxquelles on ne peut pas facilement pallier parce qu'on ne peut pas recruter n'importe comment et puis ça coûte de l'argent. Donc on a eu Corrèze, Sissane, Bosch. Là, il y a Maxime Puig qui fait une fin de saison très difficile avec des blessures récurrentes à l'ischio. Donc c'est deux latérales gauche. Puis en centrale, moi j'ai eu ma blessure, mais Vince Carly a eu des blessures aussi de temps en temps. Donc Stosic aussi. Stosic. En tout cas en défense, il y a eu beaucoup de pépins. Donc il faut se débrouiller comme on peut. Fort heureusement, les Nîmois, au retour des vestiaires, ont su prendre l'avantage avec la manière, notamment du fait du travail de Nicolas Bénézé sur l'aile gauche. Alors, on peut le préciser, Olivier, comme ça arrive souvent dans ce cas précis, lorsque Nicolas Bénézé prend le couloir gauche, c'est Stéphanie qui se remet juste derrière, c'est Douconé, en effet. Là, c'est Ogunbi qui a... Agui est resté en position sur les ailes et c'est Ogunbi qui est passé sous... Ça bouge beaucoup entre les ailes. Après, je sais, ils aiment bien aussi permuter, donc il n'y a pas de souci, ça veut très bien le faire. Mais Agui, c'est vrai que son meilleur poste, c'est derrière Koné, et Ogunbi, son meilleur poste, c'est derrière Koné. Donc à un moment donné, il en faut un. Et il y a encore concurrence. Et là, il fait un beau contrôle orienté, Nicolas Bénézé, pour frapper du droit. Il était vexé quand même. Il était vexé. Je crois qu'il était vexé de Je pas crois être que c'était titulaire. une bonne chose. Ça faisait 2 matchs où il était en dessous. Le coach, il l'a mis un peu sur le banc. Alors, passeur décisif face à Quevilly. Effectivement, ouais. Et là, mais c'est vrai qu'il lui manquait un petit peu cette réussite devant le but, comme ça avait été le cas lors des précédents mois. Ah ouais, c'est comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que les joueurs sont allés voir Niflor et on sent que c'est authentique. C'est pas, s'ils ne surjouent pas, ils ne jouent pas un rôle. Ça vient du cœur et ça montre que le groupe vit bien, qu'il y a une bonne ambiance et surtout une grande solidarité entre eux. Ouais. Et puis l'avantage avec le 3e but qui a fait beaucoup de bien à un moment où la défense ariégeoise prenait l'eau, car on voit le défenseur qui ne trouve ni plus ni moins que de se mettre sur la trajectoire de la balle avec une espèce de manchette que je ne saurais pas qualifier le type de manchette, si c'est plutôt du volley, du hand. Bon, en tout cas, c'est un penalty transformé par Douconé. Ça fait du bien également pour l'Ivoirien de retrouver le chemin défilé, même sur un coup de pied arrêté. But fêté avec les Gladiators. Et puis, dans le temps... Le Conéador. Oui, le Conéador, comme on l'a dit souvent sur ce plateau. Et puis, la réduction du score en toute fin de match avec Luzenac, au moment où on ne s'y attendait pas, qui allait finalement trouver la faille. On s'attendait plus à ce qu'il y ait un autre but de Luzenac en première mi-temps, à un moment où il y avait une vraie balle de 0-2. Et puis finalement, c'est un autogol du jeune Bourdin qui va amener la réduction du score. Mais on peut le dire à un moment, Patrick, où le match était plié. Heureusement, oui. Je crois qu'il fallait se mettre à l'abri. On a su se mettre à l'abri. On aurait pu même, à mon avis, j'avais dit 5-1. On n'était pas loin quand même à un moment du score final. On a parlé après le match, Benoît, par rapport à la belle prestation de Cyril Merville, notamment en première mi-temps, qui a été décisive d'une nouvelle tactique de la défense nîmoise concernant le portier nîmois, qui a bien répondu justement, qui vous a rassuré aussi. C'était une petite boutade de fin de match pour souligner déjà sa belle prestation et puis nous qui avons laissé un petit peu les attaquants seuls sur quelques occasions. Mais sinon, clairement, c'est vrai qu'à l'entraînement, ils nous demandent beaucoup de sortir sur le porteur parce qu'il préfère jouer les face-à-face sur lesquels il est à l'aise que recevoir une frappe qui peut être contrée ou masquée ou plus difficile à manœuvrer à 18-20 mètres. Donc il est en très bonne forme et ça va nous faire du bien jusqu'à la fin de la saison. On le souhaite qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin de la saison. Alors, vous étiez remplaçant Issouf sur la feuille de match. Vous n'êtes pas rentré en cours de jeu, ce qui vous a permis de jouer contre Marmande, me semble-t-il, et de marquer un but. Comment vous avez vécu ce match avec la réserve professionnelle du Nîmes Olympique, où très souvent des pros sont amenés justement à évoluer avec la CFA2? Les matchs, on a fait un très bon match.
Pour moi, ça fait pas mal de temps que je joue avec la réserve. Bon, ce match-là, je pense qu'on a fait un très bon match. On aurait pu gagner à 5 ou à 6. On a eu des opportunités qui étaient flagrantes face à face avec Renaud et Romain. Même moi, bon, mais on a gagné qu'un but à 0. Mais c'est important aussi. L'important, c'est de gagner, de prendre des points et de laisser les autres derrière. Bon, c'est très important la victoire. Ouais. Et placer cette réserve professionnelle du Nîmes Olympique dans les meilleures positions justement dans ce championnat de CFA2. On va observer, messieurs, une courte pause. On reviendra sur d'autres faits de match importants dans cette rencontre entre le Nîmes Olympique et l'USNAC tout de suite après une courte page de publicité. Restez sur TV Sud, merci. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo sur TV Sud avec l'analyse de cette victoire du Nîmes Olympique vendredi soir en Costières face à l'USNAC, 3-2. Du spectacle, du suspense et au bout, ces 3 points précieux en vue de l'accession en Ligue 2 pour les crocodiles du Nîmes Olympique. Alors messieurs, on l'a dit dans le résumé de la partie, il y a eu ce fait de match à la demi-heure de jeu, la sortie de Wilfried Niflor, remplacé par Nicolas Bénézé. Les Nîmois ne trouvaient pas la bonne solution. C'est vrai que le collectif était un petit peu englué, Olivier. Et c'est Wilfried Niflor qui a fait les frais de cette mauvaise entame, on peut le dire, de la part des Crocos. Comment on peut l'expliquer techniquement? Il fallait faire quelque chose. Donc, je crois que le coach l'a dit dans l'interview, il voulait apporter un peu plus de vitesse, plus de dynamisme. De tonicité, je crois. De tonicité. C'est vrai que Wilfried est plutôt un joueur, un remiseur, qui est capable de garder le ballon. Donc, dans des situations où on mène au score, où on doit tenir le ballon, le résultat, c'est intéressant. Mais là, c'est vrai qu'on avait besoin de bousculer. On était mené 1-0, il fallait bousculer cette équipe. Et c'est vrai que bon, il a fait le choix de la vitesse avec Bénézé, qui jusque-là était très très bon. Il manquait juste l'efficacité offensive. Voilà, donc le choix est payant, puisque derrière, Nico fait le match qu'il faut, quoi. On va revenir sur ce fait de match que vous retrouverez bien évidemment dans le cadre de la rencontre qui vous sera proposée sur TV Sud juste après cette émission. Le remplacement de Wilfried Niflor par Nicolas Bénézé, commenté par Claude Martos, Patrick Champ et Olivier Martinez. C'est un choix tactique, mais je crois, Patrick, comme tu l'avais dit, qu'il fallait réagir tactiquement. Et alors certes, il n'a pas fait comme il voulait en défense, mais il a vu que devant, on était un peu trop... on n'arrivait plus à surprendre. Voilà, on ne surprend plus personne. Et malheureusement, c'est dur pour Niflor, il ne comprend pas de sortir à une demi-heure. Ouais, c'est vrai, mais je crois qu'il veut mettre de la vivacité. Là, il va falloir trouver les mots pour lui expliquer. Ils sont en train d'en discuter, et Niflor, il dit je ne comprends pas, qu'est-ce que si c'était pour faire ça, il fallait pas le faire rentrer, quoi. De la vivacité, il pensait que sur ceux qu'il avait montré aux entraînements et dans les matchs, c'est comme ça, et le choix de l'entraîneur, c'est très très dur le métier d'entraîneur. Et là, il a pris ses responsabilités. Le temps est en train de monter là. Ouais, effectivement. Le temps est en train de montrer entre Niflor et Froger. Et on peut se mettre à sa place. Ça doit être frustrant. Il va falloir les séparer. Non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a voulu lui en coller, Niflor à Froger. Non, c'est pas bien ce qu'il fait Niflor. On peut comprendre sa frustration, mais il est en train de jouer une montée. Ça, Gérard Mambussan, et pour comment un joueur il doit accepter le choix du coach, même si ça paraît des moments très très durs, ça fait partie du métier. Froger a fait à son âme et conscience. Jusqu'à présent, il a toujours fait pour l'intérêt du club, et je crois que le joueur, il faut qu'il comprenne ça. C'est la loi du sport. Et pour l'instant, on est mené. Thierry Froger, lui aussi, joue sa place peut-être pour la saison prochaine. Il se doit de faire un choix. Il a fait ce choix. Et on va voir s'il sera bon ou pas. Et je crois que Niflor, qu'on aime comme joueur, devrait le comprendre malgré son amertume et rentrer au vestiaire. Parce que là, c'est ridicule ce qu'on voit en ce moment. Déjà, on n'est pas terrible sur le terrain. Après, faut garder mesure, je comprends. Après, c'est à chaud. Il faut savoir que quand on est compétiteur, c'est difficile d'accepter ça. Il a répondu à chaud. Derrière, il va sans doute s'excuser parce qu'il sait qu'il n'a pas à faire ça. Voilà. Image rare que celle de voir un différent sur un banc de touche au sein d'une même équipe avec une mise au point. Patrick, on avait déjà vu l'an passé Thierry Froger un petit peu secouer Steve Agui qui tardait à regagner le banc de touche. On voit que le coach nîmois a toujours son franc-parler.
Oui, je crois que c'est normal, il a eu raison, puisque en plus le gain du match a fait qu'il a encore plus raison. Mais moi, il y a quelques années aussi en arrière, j'avais sur le banc de touche Karine Bencoir, on perdait 1-0 à Dijon, on était en national. J'ai dit, tu vas te chauffer, il m'a dit, moi je ne veux pas aller me chauffer. Au bout de 15 secondes, 30 secondes, il était quand même se chauffer, il rentre, il égalise. À la fin du match, il m'a dit, c'est vrai que tu avais raison. Donc vous voyez un peu comment c'est le football. Je crois que les joueurs, il faut qu'ils comprennent aussi que si un jour ils passent de l'autre côté de la barrière, c'est pas facile. C'est aussi des responsabilités d'être coach. Benoît Poulain, sur ces images, on vous voit intervenir justement. Quand on est capitaine, on imagine aussi qu'on n'a pas l'habitude à chaque match de voir ce genre de situation. Quels sont les mots qu'on a justement pour essayer de calmer les esprits au sein de son propre camp? Moi, sur le coup, je me dis qu'on n'a pas le temps de discuter. Ils étaient en train de... On n'a pas le temps de discuter. C'était je ne sais pas qui. Pour moi, je disais à Will qui pense à nous, qui pense au match et s'il était vraiment énervé, qu'il ne pouvait pas supporter d'être sur le banc, qu'il sorte du terrain, se calmer dans le vestiaire et qu'il revienne. Donc voilà, mais après, 2 secondes après, ça s'est calmé assez rapidement. Et puis les choses se sont tempérées aussi d'un point de vue général au niveau du groupe. Les esprits se sont calmés de part et d'autre avec des explications. Il y a souvent des faits dans les matchs. Alors bon, là, c'était devant la télé. Des fois, c'est un peu plus en comité réduit. Des fois, c'est entre joueurs sur le terrain. Ça se voit un peu moins. Là, c'est en train de coacher un joueur, donc c'est plus particulier. Mais en tout cas, à chaque fois, dès le dimanche après-midi, l'entraînement du dimanche, on règle ça entre nous. Et puis, on est déjà reparti de l'avant sur ce dossier. Mais je crois, ce qui est important, c'est d'avoir mon capitaine. Il a réagi comme un excellent capitaine. Parce que selon le capitaine qu'on a, ça aurait pu s'envenimer encore plus. Et bon, après, ça aurait déballé. Donc, je crois que Benoît Poulain a fait son rôle à la perfection. Les réactions des acteurs de cette partie entre le Nîmes Olympique et l'US Luzenac, on pense à l'égalisateur, le buteur Habib Jean Baldé, mais également au coach Thierry Froger qui revient notamment sur un incident et surtout des insultes qu'il nous a confiées concernant un spectateur qui ne l'a pas lâché pendant toute la partie, ainsi que Christophe Pellissier qui nous fait part de son amertume par rapport à une partie où il espérait bien repartir au moins avec un point des Costières. Je vous propose de les écouter. L'expulsion nous fait du bien, mais il y a quand même eu des situations très dangereuses. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, c'est des matchs à tension où on démarre pas bien et on a du mal de revenir. En tout cas, on a fait les efforts et c'est ça l'important. Si on arrive à doubler le score en première, ce qui aurait été, je pense, logique vu la physionomie de la première mi-temps, je pense qu'on aurait pu l'emporter ce soir, au moins prendre un point pour valider un peu le travail des garçons. Je suis surtout déçu pour eux parce que ce soir, ils ont répondu à mes attentes dans ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on voulait à la fois être costaud mais être ambitieux aussi d'aller jouer. Voilà, on a été punis sur un deuxième mi-temps et je suis vraiment déçu pour les joueurs. Ouais, moi j'étais triste pour lui parce que tout le monde était dans le même sac et c'est lui qui a pris un petit peu pour tout le monde. En plus, les supporters dans ce cas-là... bon, on n'en dira pas plus, mais j'aurais pas y mettre à sa place. Donc voilà, moi je l'ai pris pour moi aussi. Le fait que ce soit lui qui se fasse siffler, moi je l'ai pris pour moi. Tout le monde est sous tension, tout le monde est dans son match. Bon, il n'y a pas de problème, mais ça s'est arrangé. Mais le plus grave dans l'histoire, c'est que pendant 90 minutes, je me suis fait insulter par un spectateur, ni moi, j'entends bien, ni moi. Alors, moi, je porte un crocodile, je travaille tous les jours pour le Nîmes Olympique, et ces gens qui m'insultent, ça suffit. C'est les spectateurs. Hein. Les supporters sont exceptionnels, mais les spectateurs, c'est à vomir. Et c'est ça le football français. C'est ça le Nîmes Olympique. Moi, quand je suis venu au Nîmes Olympique, c'est moi qui me faisais insulter parce que j'étais sur le banc adverse. Là, j'ai jamais vu ça de ma carrière. C'est comme ça, on dit que c'est le football. Voilà. Moi, je l'accepte pas et je suis honnête, je fais mon métier honorablement. Maintenant, je suis pas là pour me faire insulter. Alors, mais c'est ça qui m'a le plus touché. Wilfried, on est dans le match et tout, c'est pas grave ça. Mais ces gens-là, je suis sûr qu'il n'a pas payé ce mec-là. Là où il est placé, c'est les invitations. C'est comme ça, c'est le football d'aujourd'hui, en 2012, voilà. Mais bon, j'en prends mon parti, c'est comme ça, il ne faut rien dire. À la pause, on s'est parlé, on s'est encouragé, on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de lâcher et qu'il fallait continuer à faire des efforts. Donc on est rentré en deuxième mi-temps avec des meilleures intentions. Aussi Luzenac, je pense qu'il était un peu fatigué de son match début de semaine.
Du coup, ça nous a permis de nous installer dans leur camp et de marquer 2 buts. Ouais, comme toutes les équipes qui en fin de saison ont une grosse pression. Et donc, ils ont eu du mal à se mettre dans le jeu. Après, c'est sûr qu'avec la qualité des attaquants qu'ils ont, ils sont capables de faire la différence à tout moment sans très bien jouer. Ça a été le cas ce soir. La réaction de Christophe Pélissier après cette victoire du Nîmes Olympique 3-2. Christophe Pélissier qui, on le voit à ses paroles, avait l'intention de faire un coup au Costières, Patrick, on l'a dit. Oui, je crois que vu la première mi-temps, il doit se dire qu'on aurait pu tuer le match. Et il est passé à côté d'une superbe performance et c'est ceux qui le met le plus en rond. Lui-même fait, il est content quand même, il est satisfait de la prestation qu'a donnée son équipe. Et c'est vrai qu'on a vu un match enlevé, il aurait pu avoir beaucoup plus de buts, il aurait pu 6-4, ça aurait pu finir comme un premier set au tennis. Et je crois que les gens sont sortis après la première mi-temps mi-figue mi-raisin, après avec l'espoir de continuer sur cette série, parce que je crois qu'on est invaincu. En plus maintenant on gagne, si on gagne encore, on ne sera pas très 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 loin. Il faut être ambitieux. On a vu un Thierry Froger particulièrement touché par les insultes proférées après match, durant la conférence de presse, avec une vraie émotion. Oui, là c'est scandaleux, le spectateur ou les spectateurs qui font ça, parce que d'abord ils ne connaissent rien au football. Ils n'ont jamais certainement joué au football. Ils ne savent pas ce que c'est que de gérer une équipe, gérer des hommes. Et qu'à un certain moment, l'être humain, c'est quelqu'un de très bien, Thierry Froger. On doit le respecter parce que jusqu'à présent, tout le monde, des moments, il casse un petit peu sur le dos. Mais je crois que depuis le début de la saison, entre lui et le président Gazo, s'il n'a pas été là, je crois qu'on n'en serait pas actuellement à jouer le premier rôle en national. Donc chapeau à Thierry, qu'il faut qu'il continue comme ça, parce qu'on est derrière lui, même si des moments on n'est pas trop d'accord sur certains choix qu'il fait, mais je crois que le choix du coach, c'est le choix du roi, puisque c'est lui qui est en première ligne, et je crois qu'il faut le respecter jusqu'au bout, et c'est un grand professionnel. Ce qui est dommageable, c'est que tu joues la montée, tu es chez toi. Quel intérêt à ce supporter, si ce n'est se faire plaisir à lui-même, d'insulter le coach de sa propre équipe? Je ne comprends pas l'intérêt. Après, ce qui est encore plus dommageable, c'est que personne ne réagisse. Je trouve ça lamentable. Je veux dire, on a des stadiers, il me semble qu'on a une sécurité pour protéger le clan de la présidence, notamment quand des insultes justement étaient adressées au président. Pourquoi pas pour le coach? Donc moi, c'est surtout le fait que personne n'intervient. Ça me touche, et je peux vous dire qu'en tribune sud, ce genre de choses n'arriverait pas. Ouais. Parce qu'ils règlent ça entre eux. C'est-à-dire que dès qu'il y a des mécontents, il y a affrontement de suite, verbal souvent, mais au moins les choses sont claires. Là, on laisse... Explication de scène. Voilà. Explication. Je ne dis pas que des fois ça ne vient pas au même, mais des fois ça peut faire du bien, ça remet les idées en place. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on laisse un gars pendant 90 minutes insulter le coach de sa propre formation. Et personne n'intervient. Personne. Et ça, je trouve ça vraiment dommageable. Et je suis de tout cœur avec Thierry, parce que se faire insulter... Personnellement, c'est pas grave, mais quand sa famille est touchée, je pense qu'on doit avoir gros sur le cœur. Ce qui méritait d'être dit. Les résultats de cette 35e journée, avec le récapitulatif de tous les scores, y compris l'un des derniers matchs en retard, joué l'année dernière avec la défaite à domicile de Luzenac 1-0 face à Orléans. Peut-être que justement, il y a eu un petit peu des restes de ce match dans les jambes pour les joueurs ariégeois, avec donc cette victoire d'Orléans sur la pelouse de Paul Fédou. La victoire de Quevilly, également à l'extérieur sur la pelouse d'Épinal 1-0. Partage des points 0 partout entre le Paris FC et Beauvais. Victoire d'Orléans sur la pelouse de Niort, peut-être l'un des tournants de cette fin de saison. Victoire 3-1 dans un match haletant et les plus enlevés entre Besançon et Bayonne, match de la peur. Victoire sur le fil du Gazélec Ajaccio, 5-4 sur la pelouse de Cherbourg. Tout peut arriver, on le voit. Martigues l'emporte à Francis Turcan, 2-1 face à Colmar. Nîmes gagne face à Luzenac 3-2. Le Red Star gagne à domicile 2-1 face à Créteil-Lusitanos. Rouen l'emporte 2-0 face au Poiré-sur-Vie. Enfin, Fréjus Saint-Raphaël finit par s'imposer 3-2. Là aussi, c'est important pour le classement face à Vannes. Vous allez voir au niveau des positions au classement. Eh bien, c'est le Gazélec Ajaccio qui chipe la première place au Chamois niortais. Avec une longueur d'avance. Nîmes Olympique, du fait de son goal à virage particulier, prend la deuxième place à égalité de points avec 61. Ça fait 3 longueurs de plus que Vannes et Épinal. Ça donne un petit peu d'air après les frayeurs du week-end dernier. 6e place occupée par Rouen avec 54 points. C'est 3 longueurs de plus qu'Orléans qui est 7e. 8e Créteil-Lusitanos, le prochain adversaire des Nîmois avec 50 points. À 48 points, on retrouve Colmar et Fréjus Saint-Raphaël. 11e rang détenu par le Poiré-sur-Vie avec 46 points. C'est 2 longueurs de plus que Quevilly. Le Paris FC est 13e avec 43 points.
C'est 2 points de plus que Luzenac et le Red Star. Et puis là, dans la lutte pour le maintien, Cherbourg se maintient à la 16e place avec 39 points. 3 de plus que Beauvais. Et en position de relégation, on retrouve toujours avec 35 points Ex-Aequo, Martigues et Besançon. Et 20e, l'Aviron Bayonnais. Le programme de la 36e journée qui sera joué le week-end prochain. Avec ce soir, lundi 7 mai, encore un match en retard à jouer entre Quevilly et le Paris FC. Et puis à partir de vendredi, Gazélec Paris, Luzenac, Martigues, Quevilly, Niort, Fréjus, Besançon, Créteil, Nîmes à 20h, Vannes, Rouen, Orléans, Bayonne, Colmar, Cherbourg, Beauvais, Épinal et Le Poiré-Survie, Red Star. Cela fait pas mal d'affiches à préparer avec une analyse, messieurs. Créteil à domicile n'est pas une forteresse inexpugnable, loin de là. Bayonne a failli l'emporter il y a quelques semaines de cela. Pas mal de défaites à domicile. Et le dernier succès franc de Créteil à domicile, c'est face à une certaine équipe du Gazélec Ajaccio. C'était le 9 mars dernier. Mais en tout cas, cette équipe est prenable, Olivier. Même si elle nous a créé pas mal de soucis au match aller. C'est dur à dire parce que... Tout peut arriver. Mais ce championnat, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Tout le monde peut battre tout le monde. On voit que le Red Star commence à gagner chez eux aussi. Alors qu'ils arrivent pas à gagner le match. Bon, c'est l'Aviron Bayonnais qui est intraitable contre les gros. Niort qui perd à Quevilly, ça on pouvait s'en douter. Vannes qui perd à Beauvais, il me semble. À Fréjus, ouais. Bon, on peut se dire que Fréjus joue rien et ils perdent. Voilà, donc c'est incroyable. Non, moi je ne peux pas dire que Nîmes va avoir un match facile à Créteil. Au contraire, je pense que ça va être encore un match très très compliqué, autant que celui de Poiré-Survie à domicile. Et puis ce déplacement à Créteil, Benoît, dans les esprits, c'est aussi le souvenir du match aller. Alors on ne va pas revenir sur le résumé de la partie qu'on avait préparée parce qu'on arrive bientôt en fin d'émission, mais c'était à l'aller 3-3, un match nul qu'il avait fallu aller chercher au forceps dans les derniers instants de la partie. Un match difficile en défense, 2 grosses blessures, celle d'Emmanuel Corrèze et celle de Abdelmalik Sissane au match aller. Quel souvenir vous conservez de cette difficile soirée de décembre ? Alors moi j'étais en tribune, c'était la fin, c'est ce qui a marqué la fin de la première moitié de championnat, donc ça nous a marqué, donc notamment par les 2 blessures, mais en plus une blessure qui nous coûte un but juste après parce qu'il se blesse sur une occasion où il tombe par terre, donc l'attaquant et tout ça dans la surface, et puis il y a eu un but de Le Sage un petit peu hors du commun en une touche, donc c'est vrai que ça avait été un match où on n'avait pas eu trop de réussite, mais on avait quand même obtenu ce point du match nul qui nous fera du bien certainement à la fin. En effet, on va retrouver le... Quand on pense que Niort a récupéré le match en retard face à Rouen, parce qu'au départ, s'ils étaient validés les matchs nuls, ils étaient 2 points de moins. Niort, c'est pas fait. Alors, on va retrouver le temps de jeu des joueurs du Nîmes Olympique avec toujours premier, on va voir sur l'infographie, Morita Laogunbi avec ses 2918 minutes, 34 apparitions sous le maillot des Crocos. Benoît, vous êtes bien 2e malgré les absences dues à votre récente blessure. 2700, 3e Maxime Poungé qui a repassé une IRM récemment suite à sa déchirure. 4e Vincent Carlier et 5e Nicolas Bénézé. Vous concernant, Issouf, vous êtes 17e, 14 apparitions cette saison avec 704 minutes. On imagine que lorsqu'on rentre en cours de jeu, il y a toujours l'obligation d'être bien immédiatement. Ouais, c'est ça, c'est le 12e jeu, donc c'est très important, quoi. Voilà, quand tu rentres, que ce soit 20 minutes, 30 minutes, 10 minutes, il faut changer, quoi. Ça, c'est une obligation. Donc, quand tu suis les bancs aussi, il faut rester concentré, quoi. Voilà, donc, c'est ça. Vous avez participé il y a 2 ans maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations 2010, sélectionné à 9 reprises. Vous avez marqué un but également sous les couleurs du Burkina Faso. Quel est votre statut actuellement justement par rapport à la sélection nationale ? Bon, là, c'est un peu compliqué, là, parce que bon, quand tu ne joues pas dans ton club, c'est toujours compliqué avec la sélection. Bon, j'espère que d'ici la saison prochaine, ça va changer, quoi. Bon, on espère. Ouais. En ayant plus de temps de jeu, et on l'espère peut-être avec la montée, peut-être de continuer votre aventure au Nîmes Olympique. Inch'Allah, ouais. Allez, on va retrouver le classement des débuteurs qui a évolué, vous vous en doutez, du fait des 3 réalisations nîmoises avec Sédou Koné, qui améliore ses statistiques personnelles avec 18 buts. C'est 10 de mieux que Steve Agui. 11 de mieux que Morita Laogunbi. 4e donc Nicolas Bénézé avec 6 buts. Et puis Habib Jean Baldé qui s'empare de la 6e place avec 2 buts. Ex-Aequo avec Parpex, Benoît Poulain, Renaud Ripard ainsi que Miodrag Stosic. Au total en championnat,
15 buteurs depuis le début de la saison, c'est plutôt pas mal. Et puis toujours Mouritala Ogunbi, premier au niveau du classement des passeurs décisifs. On le voit, Kone Ogunbi, Patrick, se livre une bataille des 18. 18 buts d'un côté, 18 passes décisives de l'autre. Ça fera partie des statistiques qui marqueront la saison en nationale. Ouais, c'est exceptionnel, hein, 18 passes décisives dans une saison. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui y arrivent. Puis en plus, il a marqué quand même 7 buts, je crois, c'est ça, 7 ou 8 buts. Donc c'est quand même un des joueurs certainement les plus efficaces du national. On a le meilleur buteur, on a un groupe très, très important et très étoffé et très bon. Je crois qu'on n'attend plus qu'une chose, hein, on ne le dira pas. 7 buts pour l'ailier béninois. On va regarder le calendrier à venir des différentes équipes et les adversaires pour la montée du Nîmes Olympique. Le Gazélec Ajaccio avec ses 3 dernières journées. La réception de Paris, déplacement à Pinal et la réception finale de Niort. Finalement, un match plus important qu'il n'y paraît. Niort va devoir cravacher également d'ici la fin de la saison. Pour Épinal, le calendrier, ce sera un déplacement à Beauvais, la réception d'Ajaccio et un déplacement à Colmar. Un calendrier pas évident également pour l'équipe spinalienne. Du côté des Chamois niortais, il va falloir également jouer crânement sa chance pour peut-être récupérer cette première place, parce que Niort est peut-être l'équipe qui est restée le plus longtemps en tête du classement de national tout au long de cette saison. Réception de Beauvais en suivi et ce dernier déplacement au stade Ange Casanova du Gazélec Ajaccio. Et puis enfin, le calendrier de Vannes, avec pour l'instant un goal average particulier défavorable aux Nîmois. Réception de Rouen, déplacement au Red Star et réception de Nîmes. Les Bretons qui espèrent bien faire un coup, tout comme les Nîmois, pour ces 3 derniers matchs. Déplacement à Créteil vendredi à 20h. Réception du Poiré-sur-Vie sera le dernier match au Costières de l'année. Un 18 mai, forcément, ça rappelle des bons souvenirs il y a 4 ans en arrière. Et puis le déplacement à Vannes. L'état d'esprit actuellement dans le groupe Benoît par rapport à ce calendrier. On sait que justement, à la Bastide, il y a un grand calendrier qui a été affiché par Jérôme Arpinon pour vraiment que chacun des joueurs puisse s'imprégner de la réalité de ces 5 équipes concernées par la montée. Moi, je pense que chaque joueur individuellement se préoccupe de son avenir et de ce qui va arriver, donc est au courant. C'est bien de l'avoir au stade. Après, il y a tellement d'équipes, tellement de résultats qui sont importants, parce que c'est important aussi les matchs du bas de classement, parce qu'il y a des confrontations entre Beauvais, par exemple, et Niort, et Ajaccio et Vannes. Donc on surveille un peu tout, mais bon, ce qu'il faut surveiller en premier lieu, c'est nos performances et nos résultats. Avec cette perspective de la montée, lorsqu'on a déjà connu la montée de National à Ligue 2, on se souvient de cette victoire 3-1 face à Laval, c'était il y a 4 ans. On a mûri, on a plus d'expérience, on a du recul aussi par rapport à ça, vous concernant. Ouais, bon, toute expérience est bonne à prendre. Il y a de l'expérience quand même dans l'équipe. Donc là, c'est ce petit parfum de fin de saison qui est beaucoup plus intéressant à jouer que d'autres saisons. Donc j'espère que ça nous permettra d'attaquer de bons pieds les matchs qui viennent. Et j'espère que le match du Poiré-sur-Vie sera une belle fête. Voilà. Ce sera une fête, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup messieurs d'avoir été en tout cas sur notre plateau. Merci Youssouf, merci Benoît. On vous suivra avec beaucoup d'attention en vue de ce déplacement à Créteil avant la réception du Poiré-sur-Vie prévue le vendredi et 18 mai, Olivier. Ouais, venez nombreux surtout parce qu'on aura besoin d'être bien 10 000. 10 000 pour le dernier match des Crocos au Costières. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le match entre le Nîmes Olympique et Luzenac. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Croco Hebdo. Bonne soirée et allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.